Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et elle a eu cette semaine de l'hebdomadaire le nucléaire iranien et le pari en faveur de la diplomatie du président américain Joe Biden. J'avais envie de parler de manière un petit peu lapidaire. Disons que c'est le sparadrap du capitaine ad hoc de la diplomatie internationale depuis maintenant plus de 8 ans. C'est bien dit. Comme on sait, on n'arrive pas à détacher ce sparadrap, mais il faut... Évidemment, on en rit parce que la formule est drôle, mais c'est pas drôle sur le fond. Il s'agit de la perspective d'une prolifération extrêmement inquiétante dans une région qui est déjà, vous le savez mieux que quiconque Steve, un baril de poudre. Et donc, il faut faire quelque chose. Ce qui s'avère, alors, aux yeux de l'administration américaine actuelle, de sensibilité démocrate, bien qu'avec des éléments, disons, teintés de néoconservatisme. Enfin, ils sont persuadés que la manière forte n'a pas fonctionné. Et donc, il rejoue la carte diplomatique. Vous avez fait d'ailleurs un papier dans le dossier qui est excellent, avec toutes les ambiguïtés qu'implique cette carte diplomatique. Les ambiguïtés, elles sont relatives, bien sûr, au fait que la diplomatie, généralement, s'exerce vis-à-vis de régimes avec lesquels on a un minimum de longueur d'onde. On en a parlé d'ailleurs récemment à votre micro. C'est une vieille polémique, j'allais dire, dans les relations internationales. Raymond Aron avait polémiqué avec des stratèges américains sur lequel vous allez de son publier époque. Une étude à la rentrée. Ouais, c'est gentil, absolument. À la fin de l'année, c'est ça, à la fin de l'année 2023. Mais c'est très gentil. Je suis très impatient de le lire. Bon, et vous aurez notamment un chapitre où j'analyse le débat qu'a eu Raymond Aron en son temps sur les tyrannies, on va dire liberticides et totalitaires de son époque. Évidemment, nous étions pendant la guerre froide. Et il a eu un débat avec des stratèges américains, notamment Hans Morgenthau, un juif allemand d'origine comme Kissinger, qui plaidait sur le fait qu'au fond, même en dépit des différences de régime, on pouvait quand même, en quelque sorte, tabler sur une rationalité des acteurs. Vis-à-vis de la question de l'Iran, si on revient à nos moutons, la question se pose, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une rationalité inhérente à ce qu'on appelle la molacratie dans le langage malgré leur idéologie radicale? Eh ben voilà. C'est une vraie question. Si vous tablez sur la diplomatie comme le fait Joe Biden, c'est parce que, de manière implicite en tout cas, vous pensez qu'il peut y avoir une certaine rationalité diplomatique à l'œuvre. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je sais en revanche, et vous le savez aussi très bien, et on l'écrit dans le dossier, et Pascal l'écrit, c'est que les Israéliens n'y croient pas. Les officiels israéliens, notamment proches du Likoud de Benjamin Netanyahou, pensent qu'il est absurde de tabler sur la rationalité diplomatique avec le régime iranien. Nous ne tranchons pas. Nous posons la question. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a fait la couve avec El Samama, on a rajouté un pari dangereux pour l'interrogation, parce qu'on voulait évidemment faire droit aussi au point de vue israélien. Vous le savez, il est extrêmement critique. Et avec de bonnes raisons. Car, et je note que vous publiez une interview qui s'annonce passionnante de l'une des meilleures spécialistes israéliennes qui travaille à l'Institut national de sécurité à Herzliya, Sima Shain. Oui, absolument. Et qui est absolument passionnante. Et elle aussi, au fond, souligne à sa manière le débat de fond qui peut aujourd'hui exister sur ce sujet. Et si vous voulez, c'est vrai qu'on ne peut pas le trancher tout à fait. À titre personnel, je m'interroge, je dis très sincèrement, puisque là, je parle aussi en mon nom, je m'interroge sur la possibilité d'aboutir à un quelconque accord sur, au fond, le renoncement d'une manière ou d'une autre des Iraniens à la perspective de l'acquisition de la bombe nucléaire, sur la base qui est choisie aujourd'hui par l'administration américaine, qui est une base qui ressemble fort à celle de Barack Obama en 2015, c'est-à-dire au fond le retour à l'accord de 2015. Même si ce n'est pas exactement vous avez raison. Un accord qui est semblable, pose d'autres problèmes. Oui, il pose d'autres problèmes et c'est effectivement, il prévoit aussi pour les Israéliens, soyons équitables, une contrepartie qui serait en quelque sorte un engagement accru des Américains sur le dossier saoudien de manière à faire avancer la cause, pour l'instant un petit peu en stand-by, c'est le moins qu'on puisse dire, du ralliement du régime de Riyad à la plateforme des accords d'Abraham, qui fait partie, on le sait très bien, là pour le coup, des objectifs stratégiques essentiels de Benjamin Netanyahou. Donc de ce point de vue-là, si on est équitable, c'est vrai, les Israéliens y trouveraient aussi leur compte. Mais voilà, il y a plus de questions, je crois, que de réponses dans notre dossier. Et encore une fois, le point de vue israélien sur ce dossier n'est pas du tout, ne se superpose pas du tout au point de vue de l'administration américaine actuelle. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que les critiques émanant du camp trumpiste soient fondées pour autant. Voilà pour le nucléaire iranien à la une cette semaine d'Actualité Juive. Autre grand dossier cette semaine à lire dans l'hebdomadaire Alexis Lacroix, les émeutes en France, avec une série d'éditorialistes politiques de renom qui viennent apporter leur regard sur cette crise. Alors voilà, si vous voulez, ça correspond au moment que nous traversons, au moment où nous bouclions. Nous savions déjà
que l'acuité des violences, des déprédations, des pillages, etc. était en nette régression. Ça avait été annoncé la semaine dernière par les meilleurs spécialistes, notamment notre ami Alain Boer. Donc on est dans ce moment, au fond, où on commence à tirer un premier bilan. Mais on est aussi dans ce moment, et c'est logique, Steve, où naît un débat politique, c'est-à-dire comment empêcher de tels événements de se reproduire, éventuellement sur un mode aggravé dans les années qui viennent, mais aussi comment refonder une forme de cohésion française, dont on voit bien qu'elle est de plus en plus mise à mal par le morcellement moral, mental de cette société. Une forme de désagrégation, de décivilisation qui serait à l'œuvre, Alexis ? Désagrégation, je n'irais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, la menace d'une décivilisation française, oui. Et évidemment, Emmanuel Macron a eu raison de reprendre à son compte les expressions historiques du sociologue Norbert Elias pour pointer ce danger. Maintenant, que peut-il faire ? Voilà, que peut-il faire ? Alors certains disent, c'est facile de critiquer, hein, il a ouvert la boîte de Pandore hier, etc. Et de toute façon, on est trop peu ferme avec ces jeunes de banlieue. Je ne sais pas. Ce que je constate, si vous voulez, c'est que le président de la République réclame davantage de justice. Bon, et ben voilà. C'est d'ailleurs le président de la République, il essaye d'incarner une voie médiane. La voie médiane, c'est pas méprisable. D'ailleurs, la République, elle a toujours choisi dans son histoire, souvent pour comment dire, trouver en même temps trouver des compromis historiques. Elle a souvent choisi une voie médiane qui n'est pas tiède, qui n'est pas fade, mais qui est une voie de raison. Alors, vous avez raison. Le problème, c'est qu'on a une gauche de plus en plus polarisée par le mélenchonisme, qui considère que par principe, les émeutiers, en quelque sorte, ne seraient pas coupables parce qu'ils viennent de cité. Et de l'autre côté, nous avons une population française qui, dans sa très grande majorité, préempte le retour de l'ordre républicain. Donc l'équation n'est pas facile pour le président de la République. Maintenant, sur le fond, on peut émettre on peut émettre des critiques à son endroit. C'est ce que fait l'éditorialiste que vous avez cité, Franz-Olivier Gisbert, dans son interview. Je terminerai par là. L'ancien directeur du Point dit: il est évident que le pouvoir doit être multiface et incarner tout à la fois l'autorité, la fermeté, l'ouverture et la politique de la main tendue. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu ? On va le dire avec un mot de la tradition juive, c'est de réparer la France. Toute la question est de savoir, moi je ne la tranche pas, Gisbert la tranche, mais est-ce que Emmanuel Macron en est capable ? Gisbert pense que non. Barbier lui donne encore sa chance, je serais tenté moi aussi de lui donner sa chance. Merci. Mais l'enjeu du restant du quinquennat va être évidemment central autour de ces questions, et je crois que ça va être extrêmement difficile pour lui également. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous pour nous présenter le nouveau numéro d'Actualité Juive à retrouver en kiosque et sur abonnement sur le site actualitéjuive.com. Très bon après-midi à vous Alexis. Très bon après-midi à vous. Radio J, le grand journal.